Nous avons publié un communiqué de presse le soir même, dans la nuit, pour demander que tout soit fait afin d'arrêter les auteurs de ces abominations vivants. On avait d'ailleurs lancé le même communiqué, enfin un communiqué comparable, réclamant la même chose au moment des attentats du 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie Cachère. Et pourquoi notre insistance à attraper vivants les criminels? Mais parce que c'est la seule chose qui permette de poursuivre l'enquête, de procéder à un jugement public dans une cour d'assises, de faire ressortir la vérité et puis de rechercher les véritables commanditaires. Parce que pour faire ces attentats, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut avoir des kalachnikovs, tout le monde n'en a pas. Il faut avoir des munitions nombreuses qui coûtent cher. Il faut que tout ce matériel soit en état de marche. Il faut s'entraîner régulièrement. Il faut avoir quelqu'un qui assure la logistique. Il faut avoir de l'argent. Il faut penser, puisque si j'ai bien compris, les assassins étaient même plus ou moins originaires en partie de Belgique, dans une banlieue de Bruxelles. On louait d'ailleurs des véhicules en Bruxelles, en Belgique, sont ensuite venus faire leur forfait en France, sont ensuite repartis. Donc tout ceci nécessite une réflexion. Il faut qu'il y ait un cerveau derrière qui prépare tout ça. Et c'est ça qu'il faudrait trouver. Qui est le cerveau? Et qui fournit l'argent? Qui fournit les armes? Malheureusement, force est de constater que, là encore, semble-t-il, quasiment tous les assassins sont morts lors de ces opérations. Il paraît qu'il n'y en a qu'un seul qui est en cavale. Il faut espérer qu'on va pouvoir le reprendre vivant, lui, pour une fois, pour remonter ces filières. Et pourquoi c'est si important de remonter ces filières? Eh bien parce que beaucoup de gens en France trouvent que c'est pas clair, ils ont raison. Ils ont raison de trouver que ça n'est pas clair, parce que cet État islamique dont on nous parle, l'État islamique, c'était quelque chose qui s'est autoproclamé, État islamique. Ce sont en fait des bandes d'assassins. Et cet État islamique, comment fait-il pour assurer ses fins de mois? De quoi vit-il? Où se situe-t-il? De quoi est-il composé? Qui donne les ordres? Et c'est là qu'on commence à avoir des questions qui semblent terriblement gênantes pour les dirigeants occidentaux en général et les Français en particulier. Ce prétendu État islamique exerce sa tyrannie folle sur des arpents de désert qui se situent, si on a bien compris, à peu près aux confins de l'Irak et de la Syrie. C'est donc des territoires qui sont enclavés entre d'autres grands pays, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Donc il y a déjà une première question qu'il faudrait se poser, c'est savoir d'où est-ce que cet État islamique tire ses subsides, tire ses ressources. Alors un début de réponse a déjà été fourni. Si on veut bien examiner et étudier les déclarations des uns ou des autres, on sait que l'État islamique, prétendu tel, tire beaucoup d'argent de la vente de pétrole. Et la vente de pétrole, ça ne se fait pas comme ça. Ce sont des ventes qui sont continuelles. Il faut donc avoir des marchés sur longue période. Il semble d'ailleurs que la Turquie joue un rôle tout à fait important dans l'achat de ce pétrole à l'État islamique et dans le fait de payer les responsables. Or, j'observe que la Turquie est un pays qui est membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN depuis 1955, qui est un grand allié des États-Unis, allié au point que les États-Unis demandent et exigent que la Turquie entre dans l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est programmé. Or, la Turquie, donc, sous Erdogan, apparaît comme l'un des principaux soutiens financiers de l'État islamique. Il y a deux autres soutiens financiers, pas seulement financiers, mais qui fournissent, si l'on comprend bien, des armes. C'est l'Arabie saoudite et le Qatar. Le Qatar, c'est rien. C'est une péninsule de sable qui a la chance de se trouver sur un gisement absolument géant de gaz dans le golfe arabo-persique. C'est une famille qui exerce une tyrannie folle, mais que personne, bien entendu, en Occident ne proteste contre la dictature au Qatar, puisqu'en fait, le Qatar investit en France. Paraît-il qu'il faut s'en féliciter, alors qu'on cède au Qatar tous nos bijoux de famille, le dernier en date étant d'ailleurs
le centre culturel français à Vienne, en Autriche, qui était un palais du XVIIIe siècle, merveilleux, qui a été vendu là pour quelques dizaines de millions d'euros au Qatar. Et puis le troisième larron, c'est l'Arabie saoudite, qui là, c'est un grand pays avec 22-24% des réserves mondiales prouvées d'hydrocarbures. L'Arabie saoudite, qui est en fait une dictature et une tyrannie comme il n'y en a pratiquement aucune dans le monde. C'est un pays qui est sous le joug d'une dynastie qui vit comme au Moyen-Âge, qui interprète, depuis le fondateur de la dynastie wahhabite, qui interprète l'islam d'une façon extrêmement rigoriste, au pied de la lettre, si j'ose dire, en appliquant la charia. L'interprétation du message coranique tel que le pratique le régime saoudien n'est pas très diffusée dans le monde musulman. Il n'y a pas plus de 10% des musulmans qui sont d'accord avec cette interprétation ultra rigoriste. Ultra rigoriste d'ailleurs, mais ultra rigoriste avec une hypocrisie générale. Pourtant, le Coran condamne ce qu'il appelle dans une sourate al-munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites. Tout le monde sait que les dirigeants saoudiens sont les premiers à faire bombance, à boire de l'alcool. Et on a même arrêté un prince ces jours-ci au Liban avec je ne sais plus combien de tonnes de drogue qui est arrivé. C'est un pays sous un joug obscurantiste épouvantable qui pratique la charia, donc qui lapide la femme adultère, coupe la main du voleur. Et on n'en parle absolument jamais dans les médias occidentaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les États-Unis disposent d'environ 40 à 50 000 soldats et soutiennent à bout de bras cette tyrannie féroce. Lorsque l'on voit que les Occidentaux ont eu le culot de dénoncer le régime de Bachar el-Assad comme étant un régime tyrannique, je ne dis pas que le régime de Bachar el-Assad est une démocratie merveilleuse. Ça, c'est bien entendu. Quoique, moi, je me suis rendu en Arabie saoudite et en Syrie et aussi en Irak, il y a déjà un certain nombre d'années, je peux témoigner que la vie quotidienne était infiniment plus agréable en Syrie sous le régime de la famille Assad. Moi, j'étais allé sous le règne du père Hafez el-Assad, ou sous la férule tyrannique de Saddam Hussein, que ce n'était le cas en Arabie saoudite. Passons. Ce sont donc des alliés de l'Occident qui, semble-t-il, contribuent très largement au soutien financier et à l'approvisionnement en armes de l'État, du prétendu État islamique. De telle sorte que, lorsque l'on voit ces rodomontades de nouveau dans la presse française qui se dit comment peut-on lutter contre le terrorisme, etc., et qui propose des mesures de plus en plus coercitives et destructrice de nos libertés publiques, moi, mon premier mouvement est de bondir et de dire « Mais attendez, il y a déjà un moyen extrêmement simple qui consisterait tout simplement à étrangler le prétendu État islamique en ne lui fournissant plus aucune arme ni aucun financement, en n'achetant plus le pétrole qu'il livre. » J'ai oublié de préciser que l'autre source de ce revenu, c'est la vente de trésors artistiques pillés dans les musées en Syrie, que les dirigeants du prétendu État islamique vendent à des Occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis, l'UNESCO elle-même l'a reconnu. Serrons tous les approvisionnements en armes, en financement de prétendu État islamique, organisons autour de cette zone une espèce de cordon sanitaire international, ce truc tombera de lui-même en quelques semaines, peut-être même en quelques jours. Ça voudrait dire qu'il faudrait mettre au pas le régime d'Ankara, de Turquie. Ça voudrait dire qu'il faudrait que les États-Unis exigent du Qatar et de l'Arabie saoudite un changement total d'orientation. Ça voudrait dire en réalité que l'Occident cesse de soutenir le wahhabisme et les salafistes. Et c'est là justement qu'on touche du doigt le grand non-dit de toutes ces affaires. Et que de plus en plus de Français commencent à comprendre. C'est que qui est allé faire encore des mamours au roi d'Arabie saoudite ou au Qatar, si ce n'est que M. Hollande, encore récemment. Et on me dit qu'il va y avoir un livre qui va sortir de Pierre Péan dans les jours qui viennent sur Nicolas Sarkozy, où l'on apprendrait, paraît-il, que l'émir du Qatar aurait payé le divorce de Nicolas Sarkozy.
Mais où est-ce qu'est tombée la République française? Comment est-ce que l'on peut avoir des prétendus chefs d'État de la République française qui fricotent avec des dirigeants qui sont des dictateurs énormes? Encore une fois, la dictature d'Arabie est sans commune mesure bien plus sévère que la dictature qu'il y a en Syrie. Comment peut-on avoir des présidents de la République française qui s'abaissent, qui abaissent leur personne et la dignité de leur fonction avec ces alliances contre nature? Alors, comme si tout cela ne suffisait pas à jeter une espèce d'ambiguïté et de flou incroyable sur ces histoires, on a bien le sentiment que depuis maintenant de nombreux mois, l'OTAN et les États-Unis envoyaient des bombinettes, si j'ose dire. Comment? La première armée du monde, celle des États-Unis d'Amérique, qui, en matière de maîtrise des cieux, en matière aérienne, de frappe aérienne, est la meilleure au monde. Comment est-ce qu'elle ne peut pas avoir raison de bédouins au milieu des sables qui sont dans un pays totalement enclavé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait donc des mois et des mois qu'on avait le sentiment que les États-Unis, à la fois, faisaient semblant de bombarder l'État islamique tout en lui donnant du carburant et en laissant ses alliés saoudiens, qataris ou turcs assurer le train de vie de ces assassins. Alors est arrivée là-dessus la Russie. La Russie est soudain arrivée. Et avec la Russie, c'est un peu différent. Parce que d'abord, la Russie, elle intervient en Syrie de façon légale. Puisqu'elle intervient à la demande des autorités légalement reconnues par la grande majorité des pays de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire le régime de Bachar el-Assad. Vous savez qu'on ne peut intervenir militairement dans un État souverain étranger que sous deux conditions. Soit vous avez une demande des autorités légales, c'est ce que la Russie vient d'avoir avec Bachar el-Assad pour intervenir en Syrie. C'est ce que n'ont pas ni les États-Unis, ni la France, ni les pays de l'OTAN. Soit vous n'avez pas le feu vert des autorités centrales, mais vous avez le feu vert du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Or, ni les États-Unis, ni la France, ni les pays de l'OTAN ne l'ont obtenu non plus. De telle sorte que les interventions militaires de l'OTAN, des États-Unis, de la France en Syrie sont illégales au regard du droit international, tandis que celles de la Russie sont les seules légales. Et j'ajoute que depuis que la Russie est intervenue, mais on a l'impression que là, pour le coup, les Russes ont mis assez rapidement le holà à l'expansion de l'État islamique. Alors, dans toutes ces conditions, on voit bien que les attentats qui se sont produits à Paris découlent de l'engagement français sous l'égide des États-Unis dans des guerres qui sont illégales au regard du droit international. Et pour chasser du pouvoir en Syrie Bachar el-Assad, et pourquoi donc d'ailleurs? Pourquoi faudrait-il chasser du régime de Damas le président Bachar el-Assad et maintenir au pouvoir à Riyad la dynastie saoudienne, qui est une dynastie obscurantiste? Et pourquoi donc faudrait-il pas chasser le roi du Bahreïn? Ah oui, le Bahreïn abrite le siège de la 5e flotte des États-Unis. Et pourquoi donc ne faudrait-il pas chasser l'émir du Qatar? Ben oui, l'émir du Qatar, d'ailleurs, il a été remplacé récemment par son fils, par une révolution de palais voulue par les Américains, parce que l'émir du Qatar, il obéit au doigt et à l'œil à Washington. Ou du moins fait-il semblant, parce qu'il mène également une politique biaisée et de soutien avec l'Arabie saoudite à ce que l'islam a de plus rigoriste, ce qui finalement ne gêne pas les États-Unis. Donc, dans ces conditions, la France s'est mise dans la position d'être en première ligne face à des mesures de rétorsion. Pourquoi y a-t-il des attentats islamistes à Paris et pas en Suisse? Parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. La Suisse n'est pas dans l'OTAN. La Suisse ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de la Syrie. La Suisse n'a pas demandé, n'est pas intervenue pour dire qu'il fallait que Bachar el-Assad dégage. Rappelez-vous cette parole restée historique de Laurent Fabius qui disait que Bachar el-Assad était quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être sur la terre. Donc, la politique étrangère incroyablement
inconséquente des dirigeants français est la cause numéro 1 du fait que notre pays soit pris pour cible désormais par des attentats aveugles. Bien entendu, ça n'excuse en aucun cas les attentats aveugles. Bien entendu, il faut que tout le monde se mobilise pour les en empêcher. Mais il faut bien comprendre que si nous poursuivons cette politique démente, eh bien, nous aurons encore et encore des attentats, et peut-être plus graves. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis. C'est M. Manuel Valls, le Premier ministre en personne, qui, avec un cynisme consommé, s'est permis de dire qu'il y aura de nouveau des attentats. Nous avons des dirigeants en France qui font preuve d'une inconscience, qui mettent en jeu la vie du peuple français pour mener une politique diplomatique et militaire qui n'a aucun rapport avec les intérêts du peuple français, mais qui a tout rapport avec les intérêts d'une petite oligarchie économique et financière qui dirige en fait les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Parce que ce qui se cache au bout du compte, c'était pas que Bachar el-Assad était un dictateur. Les soutiens de l'Arabie saoudite ne vont pas chipoter. Non. Ce qui se cache derrière, c'est simplement que les États-Unis d'Amérique, les grandes majors pétrolières, plus un certain nombre de grandes sociétés d'ingénierie ou de sociétés financières veulent mettre la main sur la Mésopotamie en Irak, veulent mettre la main sur la Syrie, veulent mettre la main sur le fameux projet de tracé de gazoduc qui pourrait amener du gaz de traversant la Syrie jusqu'en Europe pour contourner l'ours russe. Ce sont des grands sujets économiques qui sont derrière, des grands sujets économiques et financiers. Et pour les populations, on agite de vagues propositions, de vagues motivations concernant les droits de l'homme. Voilà. On en est arrivé aujourd'hui à cette situation épouvantable que le Premier ministre, je le disais à l'instant, fait savoir qu'il va y avoir de nouveaux attentats. Et on a appris le 15 novembre, c'est-à-dire avant-hier, en lisant le journal officiel, qu'un arrêté avait été pris la veille le 14 novembre, c'est-à-dire le lendemain même des attentats parisiens, un arrêté qui permet la distribution du sulfate d'atropine qui est fabriqué par la pharmacie des armées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bien, ce produit pharmaceutique, le sulfate d'atropine, est le seul antidote qui existe à ce que l'on appelle les armes chimiques de guerre, et notamment du gaz sarin, qui est une espèce de neurotoxique très 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 puissant, qui peut être 500 fois plus puissant que du cyanure. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet arrêté ministériel, il est mentionné dans les considérants, comme on dit dans le terme de juriste, considérant qu'il va y avoir des chefs d'État qui vont se réunir à partir du 29 novembre à Paris pour la tenue de la COP 21, donc ce sommet là sur l'environnement et sur les émissions de gaz à effet de serre, considérant qu'on n'a pas assez de cet antidote, considérant qu'il y a un risque d'attentat et que si un attentat se produit, il pourrait y avoir un nombre considérable de victimes. Je rappelle que les expériences que l'on a de ce gaz sarin, qui d'ailleurs est interdit, en fait, selon les normes internationales, c'est une résolution des Nations Unies, la résolution 687, qui interdit ce gaz, mais il y a certainement des réserves de ce gaz sarin qui sont détenues ici ou là. La meilleure preuve, c'est que Saddam Hussein l'avait utilisé contre sa propre population. Il y avait eu quelque chose comme 5000 morts. La meilleure preuve, alors c'est pour la preuve que Saddam Hussein est un boucher, mais ça n'est pas forcément une justification pour aller le renverser, au soit dit en passant, puisque maintenant qu'il a été renversé, on compte l'intervention militaire des États-Unis et de l'OTAN pour plus de 1 200 000 morts. Le gaz sarin avait été utilisé dans le métro de Tokyo par la secte Aoum, avait fait quelque chose comme 12 ou 13 morts et 5 500 blessés. Et dans la banlieue de Damas, il n'y a pas très longtemps, en 2013, au moment où se développait la guerre civile en Syrie, il y a eu des tirs de gaz sarin. Alors là, le régime d'un côté, l'opposition de l'autre se renvoie la responsabilité, mais il y aurait eu, les estimations varient entre 350 et quelque chose comme 1730 morts avec ce gaz sarin.
Eh bien donc, on apprend à la lecture du journal officiel que le gouvernement envisage, à titre de mesure de précaution, eh bien que comme il n'y a pas assez de sulfate d'atropine, eh bien que celui qui est fabriqué par la pharmacie des armées et dont dispose le ministère de la Défense puisse être, en cas d'urgence, distribué dans tous les hôpitaux. Et on pense évidemment plutôt les hôpitaux de Paris et de l'Île-de-France, puisque c'est à Paris que se tiendra la COP 21. Alors, quand on a publié ça sur la page Facebook, j'ai été éberlué de voir, heureusement il y a eu énormément, la très grande majorité des internautes a approuvé cette information, a bien compris l'importance de cette information. J'ai été quand même éberlué de voir un certain nombre d'internautes qui disaient « Mais comment ça? Vous faites du catastrophisme, c'est pas bien, vous ameutez la population. » Mais non d'une pipe, c'est pas moi qui ai rédigé l'arrêté ministériel, ni rédigé les considérants. Pourquoi est-ce que nous avons informé, nous lecteurs, de cette affaire? C'est parce que, bien entendu, ça prouve que le gouvernement essaie de prendre des mesures de précaution. Mais ça prouve aussi que le gouvernement préfère maintenir une politique étrangère, diplomatique et militaire insensée qui nous met aux premières lignes des menaces d'attentats, plutôt que de protéger sa propre population. Parce qu'il y a quelque chose sur lequel il faudrait revenir aussi, c'est que on ne peut pas assurer une protection des populations à 100%, c'est impossible. Même dans les régimes les plus surveillés d'un point de vue policier. Je pense par exemple à l'Allemagne hitlérienne. Sous l'Allemagne hitlérienne, il y avait des attentats. Il y en a même eu un en 1944 dans la tanière du Loup. C'était dans le bunker d'Hitler en Prusse orientale contre Hitler lui-même. Je dis ça parce que ces attentats, il y a un certain nombre de personnes en France, enfin d'ailleurs tout le monde, au lieu de s'intéresser aux origines qui ont causé ces attentats, on part du principe que ce serait une donnée, il y aurait une guerre, ça c'est ce qu'a dit le président de la République, on est en guerre. Il y aurait une guerre, il faudrait donc se protéger comme si on n'était pas à l'origine même de la prétendue guerre. On n'est pas en guerre, c'est la France qui a livré une guerre avec l'OTAN et les États-Unis à des pays comme la Syrie, qui est intervenue militairement illégalement. Il faut bien que les Français se mettent ça dans la tête. La France viole le droit international. La France viole le droit international. La France viole le droit international. Il faut donc bien comprendre que c'est nous qui avons déclaré une guerre illégale et que maintenant nous en avons les retours de flamme. Donc, avant que de s'intéresser à renforcer encore et encore et encore la surveillance et à briser encore et encore les libertés publiques en France, il suffirait déjà de s'intéresser sur les raisons qui sont à cette origine. Je l'ai déjà dit, il faut couper les ressources en argent, en armes, en munitions du prétendu État islamique, et il faut arrêter de violer le droit international. La France n'a rien à faire en Syrie. La France doit se retirer de tous les théâtres d'opération où sa présence est illégale au regard du droit international. Je l'ai déjà dit, lorsque nous arriverons au pouvoir, si d'aventure la France était dans cette situation, la première chose que nous ferions, c'est de rappeler les militaires français qui sont dans des situations illégales au regard du droit international. Alors, je ne voudrais pas conclure ce panorama sans m'intéresser un petit peu aussi aux coupables. Ces coupables méritent un châtiment exemplaire, à supposer qu'il ne l'est pas déjà, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils sont tous morts sauf un qui est en cavale. Et j'espère que celui-là pourra être retrouvé sain et sauf pour qu'on puisse le faire parler. Mais au-delà de cela, je vois fleurir ici ou là des propos incroyables de gens qui veulent remettre en cause toutes les libertés publiques en France, prendre des mesures comme ça, ce sont des propos de café du commerce, des propos de comptoir. J'ai vu quand même M. Laurent Wauquiez, porte-parole des Républicains, qui a dit qu'il fallait ouvrir des camps d'internement pour y placer les 4000 personnes qui étaient surveillées. Mais c'est incroyable, un camp d'internement. En Allemagne, en 1936-37, ça s'appelait Konzentrationslager, c'est-à-dire camp de concentration. Je signale à ceux qui ne le sauraient pas que déjà, du fait d'une loi du 21 décembre 2012, une loi d'ailleurs qui est quand même assez extraordinaire,
Tout Français qui s'est rendu en Syrie, revenant en France, peut faire l'objet d'une mise en examen, de poursuite, de condamnation et de condamnation à de la prison ferme. Le premier à être tombé sous le coup, c'est un Français, portant un nom français, mais qui était d'ailleurs d'origine, c'était un enfant adopté d'origine sud-coréenne, revenant de Syrie, qui a été condamné à 7 ans de prison, alors qu'il n'avait matériellement rien fait, si ce n'est que d'être allé en Syrie, prétendument dans des camps d'entraînement. Je revoyais les chiffres au mois de juin dernier. Il y avait quand même, je crois, quelque chose comme 113 Français qui étaient détenus dans des prisons en France après un jugement, sous l'empire de cette loi du 21 décembre 2012, parce qu'ils s'étaient rendus en Syrie, du côté de Raqqa, dans les camps d'entraînement. Ils n'ont commis, ces Français n'ont pas commis d'exactions sur le sol national, que je crois savoir, mais ils ont été mis en examen, poursuivis et incarcérés et condamnés pour appartenance à une association de malfaiteurs, sans qu'ils n'aient nécessairement commis le moindre acte délictueux, autre que celui d'appartenir à une association de malfaiteurs. C'est dire que l'arsenal juridique dont on dispose n'est déjà pas si mal. Il pose d'ailleurs même un certain nombre de problèmes au regard des libertés publiques et des principes généraux de la philosophie du droit. Je signale que le nombre de caméras de surveillance s'est développé comme les champignons après la pluie. Je rappelle également que, en gros, toutes nos conversations, tous nos courriels peuvent être surveillés du matin au soir et du soir au matin, peuvent être également surveillés tous nos achats avec des cartes bancaires, etc. Je rappelle quand même que la surveillance, la filature généralisée est désormais une chose quasiment entendue. Je rappelle qu'on vit dans un État qui est sous le plan Vigipirate rouge ou rouge écarlate ou rouge vermillon, je ne sais plus quelle couleur de rouge, maintenant de façon continuelle. Je rappelle que dans tous les aéroports, dans toutes les gares, il y a maintenant des soldats avec des mitraillettes. Ça prouve quoi? Ça prouve que tout simplement ces mesures n'ont pas suffi à empêcher les boucheries qui viennent d'avoir lieu. Donc je mets en garde tous ceux qui disent, qui réclament encore et encore et encore plus de mesures de surveillance. Ils ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas en train de régler les problèmes, les risques d'attentats en France. On est en train de détruire les libertés publiques en France et la démocratie. Un dernier mot sur les paumés, là. Ce sont des Français ou des Belges, souvent entre deux cultures. Pas toujours, hein. C'est pas toujours des Maghrébins, hein. Contrairement à les gens pensent que voilà, ce sont les gens. Il y a un certain courant de pensée sur la scène politique française situé à l'extrême droite qui a tendance à assimiler tous les assassins, c'est forcément des Maghrébins pour eux, et puis toutes les victimes seraient forcément des Français de souche chrétiens. C'est pas vrai. Force est de constater, il faut quand même le rappeler, que parmi les personnes assassinées au Bataclan, il y avait des Français d'origine maghrébine et qui étaient musulmans. Il faut rappeler que parmi les djihadistes, il y a aussi, notamment ceux qui sont incarcérés, je le disais tout à l'heure, des Français d'origine qui se sont convertis à l'islam. Donc c'est un mensonge que d'établir une identité entre les assassins et l'islam. Je le répète encore une fois, c'est une version, la version salafiste et wahhabite de l'islam est une version complètement exagérée et complètement fallacieuse d'une interprétation coranique fallacieuse. Mais je rappelle encore une fois que la grande majorité des musulmans dans le monde n'approuvent pas du tout ça et au contraire le désapprouvent totalement. Qui est-ce qui devient djihadiste ? Souvent des Français d'origine musulmane maghrébine, c'est vrai, mais il y a aussi, comme je le disais à l'instant, des Français de souche qui se sont convertis. Quel est leur point commun ? Leur point commun, c'est que souvent ils sont nés dans des milieux défavorisés, dans des banlieues, vivant de petits larcins, n'apprenant rien à l'école, puisque l'enseignement de l'école de la République a été détruit, ayant souvent des problèmes dans leur famille, des familles décomposées ou les parents qui travaillent très tôt avec un petit peu une éducation dans la rue. Ils ne sont pas nés dans le 16e arrondissement en général. Et puis
Ils sont confrontés à une société qui leur dit quoi? Qui leur dit, rappelez-vous, je crois que c'était le slogan de Séguéla, si à 50 ans t'as pas une Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Ils vivent dans une société où on leur fait croire que le compendium de la réussite, ce serait le fric. La seule chose qui compterait, ce serait le fric et le fric, plus le cynisme, puisque nous sommes dirigés en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, par des élites dont toute l'action est d'un cynisme incroyable. Rappelons-nous Cahuzac, le ministre des Finances, qui osait présider des colloques comme à Nanterre en 2012 pour lutter contre la fraude fiscale, alors qu'au même moment, il était un fraudeur fiscal majeur. Rappelons-nous M. Thévenoud, le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui, paraît-il, souffrait de phobie administrative. La phobie en question lui interdisait de payer ses impôts, de régler ses factures d'électricité ou de gaz. Et pour toute sanction, ce ministre a quitté le gouvernement et a retrouvé, comme une fleur, son poste de député grassement payé, sans aucune poursuite. Rappelons-nous le scandale Big Malion, où M. Sarkozy a dépassé de 20 millions d'euros les sommes autorisées pour faire une campagne à l'élection présidentielle. Rappelons-nous le scandale aussi qui émaille les dirigeants du Front National actuellement en région Île-de-France, Valran de Saint-Just, Alex Lousteau, les numéros 1 et 3 de la liste Front National en Île-de-France, sont quand même des personnes qui sont actuellement mises en examen pour détournement de fonds publics. Regardons ce qu'est la société telle qu'elle se présente à la jeunesse aujourd'hui, avec des dirigeants politiques qui sont soit complètement corrompus, soit qui jouent le jeu des États-Unis d'Amérique. Une société où on présente constamment comme modèle, si on peut appeler ça un modèle, la société américaine, où l'on n'existe que si on tire dans le tas. Regardons les jeux vidéo, regardons les séries télévisées, regardons les films qui nous proviennent d'outre-Atlantique et qui sont d'une violence absolument inouïe. La société qui nous vient des États-Unis d'Amérique est une société d'une violence extrême. Alors effectivement, il y a eu un carnage en France, mais les États-Unis d'Amérique sont un pays où le carnage est permanent entre Américains eux-mêmes. Depuis le début de cette année 2015, du 1er janvier jusqu'au 17 novembre 2015, il y a eu plus de 40 000 personnes aux États-Unis qui ont été tuées ou blessées par des tirs, par des fusillades. Et là-dessus, il y a quasiment 300 mass shootings, comme on dit, c'est-à-dire 300, pratiquement un par jour, fusillades meurtrières ou qui mettent en jeu à la fois un tireur et plus de 4 personnes. Il y a des centaines et même des milliers d'enfants de moins de 18 ans qui ont été tués ou blessés par des fusillades aux États-Unis. Voilà l'univers, en gros, qui est présenté à des jeunes désœuvrés. Alors dans ces conditions, eh bien, c'est très facile pour quelqu'un qui a de l'argent, qui a des moyens, d'essayer de distraire certains de ces jeunes et de leur faire croire qu'ils vont avoir une vie de héros. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher les commanditaires. Et à cette occasion, et je terminerai mon propos ici, c'est que ça n'est pas parce qu'on a trouvé des coupables, et que probablement ce sont des coupables, effectivement, qui professent un islamisme comme ça d'apparence et qui viennent de l'État islamique, ça n'est pas pour autant qu'on a réglé le problème. Je voudrais citer ce grand dramaturge de la Grèce antique, Euripide, qui disait « Le temps révèle tout, c'est un bavard qui parle sans qu'on l'ait interrogé ». Il faudra des mois, sans doute des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, 100 ans, peut-être même ne le saura-t-on jamais, pour comprendre dans toutes leurs composantes tous les tenants et tous les aboutissants des événements que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais prendre un exemple. Je conseille à tous les internautes qui sont intéressés de se rendre sur Internet et d'aller consulter le journal Le Monde du 21 juillet 2014. C'était l'année dernière. Ils y trouveront un article faisant référence à une étude d'une organisation non gouvernementale américaine qui s'appelle Human Rights Watch
c'est-à-dire Observatoire des droits de l'homme. Et cet observatoire a publié une étude l'année dernière, qui est également disponible d'ailleurs sur Internet en américain. Et cette étude, faite avec des chercheurs, des universitaires, c'est un travail extrêmement solide, sérieux, qui a été mené sur toute une série d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis d'Amérique. Et que révèle cette étude? C'est que sur de nombreux cas, pas tous, mais sur de nombreux cas, ces attentats ont été commis, c'est vrai, par des musulmans ou des islamistes. Mais sur de nombreux cas, c'était derrière le FBI américain qui avait été le commanditaire, qui avait profité du désarroi, de la détresse, du caractère paumé de certains délinquants ou de voyous, qui les avait fournis en armes, en munitions, en argent, en drogue, et qui leur avait ensuite conseillé d'aller faire des attentats. Dans quel objectif? Pour faire ce que l'on avait appelé autrefois, du temps du Gladio ou de la gare de Bologne, la stratégie de la tension. Je ne dis pas que c'est le FBI et les États-Unis d'Amérique ou certains services de renseignement de telle ou telle puissance étrangère qui sont derrière les attentats de Paris. Je ne le dis pas, parce que je n'en sais rien. Mais je ne dis pas non plus le contraire. Seul le temps nous permettra de savoir ce qui s'est passé. Et si l'on veut être un citoyen lucide, il faut se garder de toute conclusion hâtive. Ça n'est pas pour dédouaner les assassins, bien entendu. C'est simplement pour comprendre que derrière les assassins, il y a des structures qui sont au moins autant assassines. Ce sont celles qui utilisent des gens qui sont à la dérive pour les faire servir des objectifs qui sont le contraire même de ce qu'ils croient. En définitive, ces attentats de Paris, comme ceux qui ont eu lieu le 7 janvier dernier à Charlie Hebdo et à l'épicerie Cachère, quelle est la conséquence concrète? La même conséquence concrète que l'on a pu observer à chaque fois dans des cas semblables, c'est-à-dire une suppression, une diminution rapide des libertés publiques, une diminution de la libre expression, une diminution de la démocratie, la prise en main par une oligarchie d'un pouvoir tyrannique. Que pensez-vous des réformes constitutionnelles voulues par le président de la République? Eh bien, nous y voilà. C'est l'illustration exacte de ce que je disais à l'instant. Il y a quelque chose à quoi les Français doivent porter une attention extrême. C'est que le président de la République française, M. Hollande, a réuni le Congrès, c'est-à-dire a réuni les députés et les sénateurs, le 16 novembre, pour leur proposer une réforme de la Constitution française, réforme de notre loi fondamentale, c'est-à-dire 3 jours exactement après les attentats. Les corps des victimes sont à peine refroidis que M. Hollande nous sert tout de suite une réforme de la Constitution. Rien que ça devrait faire dans tous les esprits s'allumer un signal rouge. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal parce qu'on ne touche pas à une Constitution. D'abord, on devrait y toucher le moins possible. On devrait même pratiquement ne pas y toucher. On devrait y toucher avec infiniment de précaution, dans un climat de paix civile, de réflexion, de sérénité, et non surtout pas dans un climat d'extrême émotivité, d'extrême tension survenant 3 jours après des attentats. Alors peut-être effectivement ici ou là, on s'aperçoit que la mise en œuvre de l'état d'urgence, sur laquelle je vais revenir dans un instant, prête tel ou tel problème. Mais il n'y a pas besoin d'une réforme de la Constitution pour ça. On n'a pas besoin d'un seul coup de modifier l'article 16. Puisque maintenant, quand on lit la presse, on est pratiquement plus surpris de lire dans le journal Le Figaro, par exemple, que le président de la République envisagerait d'invoquer l'article 16 de la Constitution. L'article 16
Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont les pleins pouvoirs pris par le président de la République. C'est-à-dire que la République quasiment est mise entre parenthèses et qu'on est dans un système dictatorial. Dieu sait si cet article 16, d'ailleurs, qui figurait dans la Constitution de la Ve République, qui figure toujours, Dieu sait si la gauche française, à laquelle prétend se raccrocher M. Hollande, a vitupéré contre cet article. C'était l'abomination de la désolation. C'était une époque où François Mitterrand écrivait un livre qui s'appelait Le coup d'État permanent pour dénoncer le plein pouvoir donné au président de la République française sous la Ve République d'après lui en temps normal et le risque de dérive fascisante si cet article 16 était mis en application. Voilà-t-il pas que maintenant on envisage que M. Hollande, parce qu'il y a eu une série d'attentats dramatiques, c'est vrai, à Paris, mais la France par ailleurs n'a pas bougé, que M. Hollande prétendrait se saisir de l'article 16, réclamer les pleins pouvoirs et maintenant même modifier l'article 16. Il faut donc garder un œil extrêmement vigilant à tout cela, de même qu'il faut garder un œil vigilant aux mesures qui ont été prises dans les premières heures. On nous a annoncé la mise en œuvre de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une procédure qui avait été inventée en 1955, au début de la guerre d'Algérie. Vous savez que la guerre d'Algérie commence avec ce qu'on a appelé la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954. Donc en 1955 est définie la procédure dite de l'état d'urgence. Bien. Donc François Hollande a décrété l'état d'urgence. C'est un décret en Conseil des ministres qui s'est réuni le soir même, dans la nuit, vers 2 heures du matin. Et état d'urgence. L'état d'urgence qui a été décidé sur l'ensemble de la France métropolitaine et la Corse. C'est quand même beaucoup. Je rappelle que la dernière fois qu'il y avait eu l'état d'urgence proclamé, c'était en 2005, au moment des émeutes de banlieue, et qu'il y avait eu 25 départements qui avaient été concernés. Alors on nous a expliqué que c'était obligatoire que ce soit sur la France entière parce que quoi ? Parce que les terroristes pourraient circuler. Oui, mais les terroristes, ils peuvent aussi circuler à travers l'espace Schengen. Et d'ailleurs, le président de la République, dans sa grande sagesse, le soir même, a dit qu'on fermait les frontières. C'était les premiers communiqués provenant de l'Élysée, fermeture des frontières. Moi, j'étais debout, je veillais, je regardais ces événements. J'ai quand même trouvé ça extraordinaire. Fermeture des frontières, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avions qui décollent de Roissy ou d'Orly, ou pratiquement plus, sauf pour les vols intérieurs, qui sont devenus extrêmement minoritaires. Ça veut dire qu'on ne franchit plus la frontière, par exemple, avec la Belgique. Parlons-en, justement. Comment est-ce possible ? C'était pas possible, tout simplement, parce que M. Hollande avait dicté quelque chose, tel Ubu-Roi avait dit, voilà, on ferme les frontières, puis après il s'est rendu compte que ça n'était pas possible, sous l'empire de l'espace Schengen, puisque nous avons retiré toutes les guérites, tout ce qui était autrefois les bureaux de douane, les bureaux de la police de l'air et des frontières, ça n'existe plus. Il y a maintenant une autoroute qui passe, voilà, comme si de rien n'était, de la France à la Belgique, on ne se rend même pas compte qu'on change de pays. Donc pour fermer les frontières, ou même simplement pour contrôler les frontières, ce qui a été la décision, après il y a eu du rétro-pédalage, il y a des dépêches de presse qui sont arrivées 2 heures après en disant non, en fait, le gouvernement avait pas voulu dire fermeture, il avait voulu dire contrôle des frontières, mais même ça ne peut pas se décider à l'instant même, puisqu'il faudrait qu'il y ait du personnel qui soit sur place. Le simple fait que d'un seul coup de réinstaurer des contrôles aux frontières, ça nécessite quelques heures minimum pour trouver, je ne sais pas moi, une compagnie de CRS ou bien une brigade de policiers de la police de l'air et des frontières que l'on va mettre comme ça à 2 heures du matin, de toute affaire cessante, ou à toutes les frontières terrestres de la République. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut d'ailleurs pas s'étonner qu'il y a une cavale d'un type qui sans doute est peut-être parti en Belgique, puisque sitôt les attentats commis, la frontière belge est à 2 heures d'autoroute, et encore en respectant les limitations de vitesse. Et donc s'il a foncé à toute allure, eh bien, il peut repartir. Ça me permet d'ailleurs au passage de souligner l'incroyable médiocrité de réflexion, l'absence totale de réflexion des gens qui font semblant de nous gouverner. Monsieur Hollande, voici 2 mois, était là, le porte-parole, le chantre de l'accueil des migrants par milliers, dizaines de milliers, avec Angela Merkel. Et puis, il y a encore quelques jours, la Commission européenne annonçait que l'Union européenne allait accueillir 3 millions de migrants d'ici 2017. Puis alors,
circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, si un peuple avait dit, mais quand même, est-ce que vous croyez que c'est tout à fait normal dans le cadre actuel, avec le chômage extraordinaire, on était foudroyés comme si on posait des questions invraisemblables. Et puis voilà maintenant que M. Hollande veut fermer les frontières. Les mêmes qui nous reprochent à nous, quand on dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, de vouloir fermer les frontières, ce qui n'a jamais été le cas. Nous, on a dit simplement qu'on soumettra au référendum des Français le maintien ou non dans l'espace Schengen, mais on peut très bien être en dehors de l'espace Schengen et ne pas fermer les frontières. C'est le cas du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, l'Irlande sont des pays qui ne sont pas dans l'espace Schengen, qui contrôlent les flux de personnes qui entrent et qui sortent de leur territoire national, comme d'ailleurs c'est le cas de 95% des pays du monde. Et c'est pas pour autant que les frontières sont fermées. En attendant, les mêmes qui nous reprochaient d'être des gens complètement ahuris, ne connaissant rien au monde, parce qu'on voulait sortir, on veut sortir de l'Union européenne, les mêmes maintenant décrètent la fermeture des frontières, alors qu'ils disaient le contraire il y a 15 jours. Enfin, tout ça montre l'absence totale de réflexion stratégique. Tout ça montre en définitive que nous sommes dirigés par des gens qui sont à la fois des traîtres et des médiocres.